Bonjour à tous et bienvenue à bord de cet Airbus A330 de Jar Design à l'occasion d'un vol IFR qu'on va effectuer aujourd'hui entre l'aéroport de Nantes Atlantique et l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. En dessous de la vidéo vous trouverez trois liens, un pour télécharger les checklists de l'Airbus A330, un autre qui comporte les cartes aéroports donc de Nantes et de Bordeaux dont on va se servir au cours de ce vol et que j'ai téléchargé directement sur le site de l'information aéronautique. Et un troisième lien qui vous emmènera sur une application iPad qui est pas mal du tout, qui s'appelle RFMC et qui me permet d'avoir justement le FMS de l'Airbus sur mon iPad. Ce qui fait que je peux garder la vue cockpit sur mon écran PC de manière à manipuler le vol et avoir le FMS que j'ai à côté sur mon iPad. Ça me permet de bien me noter sans avoir à changer de vue sans arrêt. Donc aujourd'hui on est stationné sur le parking post stationnement 20 à l'aéroport de Nantes et je vous propose d'utiliser les conditions réelles. Donc nous sommes le 28 janvier 2018, les conditions sont pas terribles, aussi bien à Nantes qu'à Bordeaux. On voit que c'est un petit peu ouais, on voit qu'on est il y a un peu de pluie sans doute, ou en tout cas un peu de brouillard. C'est pas terrible sur Nantes et sur Bordeaux c'est encore pire. Mais c'est pas bien grave, à utiliser les conditions réelles, ça change pas grand chose. Notre avion, il est donc au poste de stationnement, il est ce qu'on appelle cold and dark, c'est-à-dire que tout est éteint à bord, il n'y a rien qui se passe. On fait comme si donc l'équipage arrivait à l'avion et devait ensuite mettre l'avion sous tension. Pour ça, on va préparer quand même quelque chose, on va se mettre ce qu'on appelle un GPU. Voilà, je l'emmène. Et le GPU se connecte, on l'entend là, c'est un petit moteur qui tourne et qui nous permet d'alimenter l'avion en source électrique. On va retourner maintenant en vue cockpit. Là, sur mon overhead panel, je vois qu'effectivement j'ai external A et B qui sont allumés comme available, qui m'indiquent donc que le GPU est bien connecté physiquement à l'avion et que je peux bénéficier justement de son alimentation électrique. Là je fais une petite pause, là vous voyez que les messages rouges qui s'affichent en bas, c'est concernant les FPS qui sont pas suffisamment élevés. On peut les désactiver à 330 settings disable. Donc d'abord je vais alimenter l'avion en mettant mes batteries principales. J'ai deux batteries principales. Voilà, batterie pour la PU. J'ai maintenant mes batteries qui sont sur on. L'avion pour l'instant électriquement il est alimenté seulement par mes batteries. Je ne vais pas pomper sans arrêt sur mes batteries, c'est pas le but, je l'ai vidé. Donc l'idée c'est de bénéficier du GPU qui est actuellement connecté à l'avion, de manière à pouvoir m'en servir pour alimenter mon avion. Voilà, je vais le mettre sur on. Et maintenant, mon avion est alimenté électriquement par mon GPU. Le step d'après, ça va être de mettre en route mon APU. Mon APU, Auxiliary Power Unit, c'est un petit moteur qui se trouve également au cul de l'avion et qui lui me permet deux choses. La première c'est d'alimenter l'avion en électricité et la deuxième c'est de m'apporter de l'air également de manière à pouvoir conditionner mon avion. Quand vous rentrez dans un avion l'été et qu'il fait très chaud, avec l'APU, lorsque vous allez vous servir de la fonction air, dans ces cas-là, elle vous permet d'avoir de l'air froid et de conditionner votre avion. Inversement, l'hiver quand il fait froid, dans ces cas-là, vous avez plutôt envie de mettre du chaud et vous allez vous servir également de l'APU qui va vous alimenter l'avion en air conditionné de manière à pouvoir avoir de l'air chaud. Donc ici on est en hiver, il fait froid, les passagers vont arriver, donc eh bien on va démarrer notre APU. Alors avant de la démarrer, on va faire ici un fire test. Donc on a le panel de l'APU ici, on va vérifier qu'en cas de feu on aurait un warning. Voilà, c'est tout bon, ça s'allume, on serait donc averti. On va prévenir également l'équipe au sol que l'avion va commencer à bouger, enfin à se mettre à être en vie, et on va démarrer l'APU. Je vais mettre ici mon APU master sur on. Voilà. Donc là, l'APU va faire sa petite batterie de test à lui pour vérifier que tout aille bien. Quelque chose que je n'ai pas fait, c'est pas bien du tout, je vais le faire tout de suite, c'est allumer mes radios. Voilà, les fréquences, je les managerai pas pendant le vol, on considère que ça, c'est pas franchement l'objet du tutoriel.
mais évidemment je me mettrai là sur la fréquence du sol et je le ferai avant de démarrer l'APU, de manière à ce que si jamais j'ai un problème lors du démarrage de l'APU, eh bien au moins je puisse communiquer avec le sol pour demander les services incendie. Je mets sur Start ici et maintenant je vais monitorer ma séquence au niveau de l'APU. Là je vois que voilà, c'est bon, le moteur de l'APU tourne, la température elle est bonne, elle augmente, elle se stabilise. Maintenant au niveau de mon APU, la gênée de l'APU sera bientôt en ligne. Voilà, elle est en ligne, ça débite, elle est marquée comme available. Maintenant au niveau de l'air, vous voyez que donc c'est bleed en anglais, vous voyez qu'il n'y a rien du tout qui se passe là. On va y remédier tout de suite. Alors il faudra attendre 1 ou 2 minutes comme ça, histoire d'être sûr que l'APU soit bien stabilisée. Et après, ce qu'on ferait, voilà, on met l'APU bleed sur on. Et là, on va voir que on a bien de la bleed APU ici avec une pression 34 PSI. Parfait. Maintenant, notre avion il est bien alimenté électriquement par l'APU. Donc on n'a plus besoin du GPU. Puisqu'on n'a plus besoin du GPU, voilà, je le déconnecte ici. Et il est marqué Available, encore une fois, pourquoi? Parce que le GPU est physiquement connecté à l'avion. Je n'en ai plus besoin, je vais le déconnecter. Voilà. Donc du coup, à partir où je le déconnecte, là il est déconnecté physiquement de l'avion, du coup je n'ai plus les Available. Et hop, il disparaît. Et là je n'ai plus de GPU du tout, il ne tourne plus le GPU. Et mon avion est complètement autonome, il tourne avec son APU. Ensuite, on va mettre un peu de lumière dans cet avion, parce que bon, il fait pas très très jour. On va en mettre un peu. Voilà. Voilà. Ça doit être un petit peu mieux. On voit un peu ce qui se passe. Oui, on voit bien les labels ici, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, alors la philosophie Airbus, ce qu'on fait, ce qu'on appelle des flows au niveau des actions, c'est-à-dire qu'on va partir du panel ici de gauche, on va aller du bas vers le haut. Ensuite, on passera sur le panel du milieu, on ira toujours du bas vers le haut, et pareil après pour le panel de droite. Donc ici je remonte, et ma première action, ça va être celle-ci. Ici j'ai mes centrales à inertie, j'ai la 1, la 3 et la 2, et bien je vais les mettre en route. Donc pour ça, je mets la 1 en mode navigation, j'ai une indication on-bat, voilà, j'attends qu'elle s'éteigne, je vais mettre la 3, toujours en mode navigation, et maintenant je mets la 2. L'ordre en fait, c'est juste qu'elles se causent entre elles les IRS, donc c'est pour ça que ça a été déterminé la séquence 1, 3, 2. Encore une fois, je suis pas un spécialiste de l'Airbus, donc je pourrais pas vous dire vraiment ce qu'il y a derrière, mais on s'en tamponne un peu, on respecte l'ordre ici 1, 3, 2. Ici, c'est un mode navigation qui est le mode standard, le mode ATT qui est le mode attitude est un mode dégradé. Maintenant qu'on a mis ça, eh bien, on va redescendre sur notre panel du milieu. Le no smoking, on va le mettre sur on. Et ici, on a les emergency lights. C'est un éclairage de sécurité qui s'allume en cas d'emergency evacuation, si jamais il fallait vraiment évacuer l'avion. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on le met d'abord sur on. On vérifie toutes les lumières, vérifie que le chemin lumineux, notamment au sol, s'affiche proprement, que toutes les lumières qui doivent être allumées sont allumées. Et lorsque c'est le cas, on rebaisse d'un cran et on le met en position armée. On remonte ici et on a, voilà, pour le moteur numéro 1, on a deux pompes carburant, L1, L2, on L pour left, qu'on met sur on, et pour le moteur numéro 2, on a donc deux pompes également, right 1 et right 2, qu'on met sur on. On continue, on monte, et là on a nos deux moteurs, on va faire comme pour l'APU, on va faire une vérification, fire test, et vérifier qu'en cas d'incendie sur un des moteurs, on soit bien au courant. Maintenant que c'est fait, on redescend, et puis on va s'intéresser à notre FMS. Alors le FMS, encore une fois, je privilégie largement RFMC sur mon iPad. Bon là, de toute façon, pour le tuto, je vais m'occuper du FMS dans cet avion-là. On regarde quoi? Lorsqu'il s'est initialisé, on est bien au JD 330, c'est le JAR Design 330.
Ce qui m'intéresse en fait, c'est juste une chose ici, c'est la database. Donc la database, j'utilise celle de Navigraph, qui sont à jour puisqu'elles sont valides entre le 4 janvier et le 31 janvier 2018 et que nous sommes le 28. Donc c'est parfait. Ce que je vais faire, je vais maintenant me mettre sur init et je vais initialiser donc mon FMS. Alors pour ça, je vais rentrer LFRS, LFBD, qui sont les deux codes OACI des aéroports, donc de Nantes et de Bordeaux. Je vais le rentrer ici, dans la CORTE, qui veut dire compagnie route. Pourquoi? Parce que j'ai déjà enregistré cette route entre Nantes et Bordeaux dans le FMS, donc il la connaît, celle-ci elle a déjà été sauvegardée. Ça m'évite d'avoir à les rentrer sans arrêt 2-3 fois si je veux faire plusieurs fois un vol. Donc vous l'avez pas forcément. Maintenant je pourrais faire, pour ceux que ça intéresse, je pourrais faire un petit tuto sur la manière d'utiliser le FMS et puis la gestion des plans de vol. Voilà, mais considérez que là du coup la route il la connaît déjà. De mémoire c'est Luzon A25 Royan la route. Pas très compliqué, mais au moins les rentrées. Donc comme la route il l'a reconnue, il me le dit ici, ICAO FPL Reading OK. Bon, je suis content de le savoir. J'enlève ça et effectivement ici en From To je vais bien partir de Nantes et je vais bien à destination de Bordeaux. Donc tout va bien. Tout de suite je vais l'activer là, le Align IRS qui va me permettre d'aligner mes centrales à inertie. Il va leur falloir un petit peu de temps pour se faire et vous voyez ici il leur faut 7 minutes pour s'aligner. Donc c'est pour ça que ouais, faut pas trop tarder quoi. C'est une des premières actions à faire comme ça. Après une fois que c'est fait, c'est fire and forget hein. Maintenant vous l'avez fait, vous attendez juste que ça se passe. Et on peut s'intéresser au reste. Le reste, ça va être le numéro de vol. Eh bien, je prends toujours le même. Voilà, ça c'est le mien. Le cost index. Le cost index, en fonction de ce que vous allez rentrer ici, ça va déterminer des paramètres de montée ou de croisière. Plus c'est élevé, plus vous allez sans doute aller vite. Et dans ces cas-là, vous allez consommer plus aussi. C'est à vous de trouver le bon réglage. Franchement, je m'en fous un petit peu. On va mettre 80, 80, ouais non, on va mettre 90, allez. On va mettre 90, on va pas perdre de temps. Voilà, vous pourriez mettre 80, sans doute moins aussi. Pareil, encore une fois, je suis pas un spécialiste de l'Airbus, mais ces tables-là, je crois que j'ai déjà vu ça sur internet, les tables de cost index qui utilisent certaines compagnies aériennes. Donc si ça vous amuse, vous pourriez les trouver. Niveau de croisière, ça sert à rien de monter très très haut. On va mettre 190, ce sera parfait. Il me donne une tropopause à 36 000 pieds. Oui, bon, c'est pas trop déconnant par rapport aux conditions ISA. Je vais passer sur la deuxième page maintenant de l'init. Là, on va phraser du fuel. Ici, il me met ZFWCG/ZFW. ZFW, c'est le zéro fuel weight. Ça correspond à la masse de l'avion sans carburant. Donc, ça veut dire masse de l'avion, plus les passagers, plus le cargo. Il me dit que le CG, qui est le Center of Gravity, donc le centre de gravité, du zéro fuel weight est situé à 29,7. J'ai pas le cœur à le contrarier, s'il le dit, on va considérer que c'est vrai. Je vais cliquer sur le premier bouton ici, et là il va me donner le zéro fuel weight réel de l'avion, qui est à 150 tonnes,4. Et si je clique sur le deuxième, hop, ici il me dit que j'ai 12 tonnes 9 de carburant dans mon avion. 12 tonnes 9, on va regarder ce que ça donne. En taxi, il me dit qu'il me faut 400 kg. Il me faudrait 2 tonnes 36 pour le trip qui correspond à la consommation donc entre le décollage et l'atterrissage, qu'il me faudrait 26 minutes de vol. La réserve de route qui est de 5%, il me la calcule à 110 kg. L'alternate, alors c'est dommage, j'arrive pas à configurer le terrain de dégagement, ou il y a une astuce, ou alors ça n'a pas été prévu dans la configuration de cette simulation, mais bon, je ne sais pas trop comment le paramétrer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Final Reserve. C'est une réserve d'attente de 30 minutes à 1500 pieds en vitesse d'attente que vous devez prendre en compte au-dessus de l'aéroport de dégagement, justement. Donc de 30 minutes, il la calcule à 3 tonnes. Tout ça mis bout à bout, ça nous ferait un delta donc d'extra fuel de 7 tonnes et 1h10. Bon, ce qui est largement suffisant, mais c'est important de prendre de l'extra fuel. Pourquoi ? Alors aujourd'hui, là si je m'intéresse justement aux conditions météo, je vais regarder mes métars, je vais updater mon métard, voilà, au départ de Nantes. Je m'aperçois de quoi ?
Alors qu'est-ce qu'il me dit? Donc c'est le métard du 28 janvier, donc c'est bien aujourd'hui, 7h30 UTC, donc 8h30 local. C'est un métard auto, avec un vent du 180 pour 6 nœuds, 3800 mètres de visibilité, bon ce qui n'est pas trop dégueu. On a une faible bruine, on a de la brume, un plafond donc 8/8e overcast, donc il est à 300 pieds. On a les températures, donc 9 degrés pour la température, 9 degrés pour le point de rosée, 1038 au niveau du QNH qui est très élevé, et temporairement la visibilité passe à 1000 mètres avec une faible bruine. Bon, c'est pas terrible, mais c'est parfaitement réglementaire pour pouvoir décoller. Ce qui va m'intéresser, c'est regarder Bordeaux aussi. À Bordeaux, donc c'est toujours le 28 à 7h30 Z, l'heure du métard, ce qui fait toujours 8h30 local. C'est un métard auto également. Le vent est nul. La visibilité, on a quoi? On a 250 mètres, 200 mètres, c'est pas terrible. On a des RVR, donc pour la piste 23, on a 350 mètres. D'accord, elle ne bouge pas particulièrement. On a sur la piste 05 275 mètres. Et sur la piste 29, on en a 225. FG, donc au fog, on a du brouillard, on a une visie verticale à 0, les tempés 0 sur 0, donc température point de rosée, 1040 au QNH qui est très élevé vraiment, et Becoming 0,70, je sais pas trop ce que ça veut dire, je pense qu'il manque un 0 en fait, alors, je peux pas aller à la page suivante, à mon avis c'est Becoming 700 mètres au niveau de la visibilité, donc la visibilité je pense s'améliore. Bon, de toute façon, pour votre information, quand on voit un vent nul ou presque nul, un vent très faible, avec des températures ici qui sont pratiquement identiques, voire identiques, et un QNH élevé, c'est typiquement des conditions de brouillard. Donc là on est vraiment dedans. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas terrible à Bordeaux. Maintenant ça nous donnera l'occasion de faire une ILS justement. On va faire de la 4-3 là-bas. Allez, je sais même pas s'il y a de la 4-3 à Bordeaux, mais on va faire comme si on en faisait une. Donc du coup tout ça pour dire que vu les conditions météo aujourd'hui, c'est quand même pas déconnant de vouloir prendre un peu plus de fuel que ce qui est prévu. Alors juste pour l'exercice ici, voilà, je vais faire ça. Ce qui fait que vous allez voir que le camion de fuel va arriver à l'avion. Voilà, c'est beau, il se connecte, crac, une fois connecté, il me met ce petit panel que je vais détacher, je vais revenir sur ma vue cockpit, et admettons que j'ai envie de prendre plus de fuel, donc là vous voyez que j'en ai déjà commencé à en cramer un peu, ce qui est logique, hein, puisque c'est mon APU qui est en train de consommer du carburant, voilà, et là je vais prendre combien? Et ben, je vais prendre, encore une fois pour l'exercice, je vais mettre une tonne de plus, allez on va passer à 14 tonnes. À 14 tonnes, du coup je vais refueler et là logiquement la valeur ici va monter, voilà, ça va très vite, hein. 14 tonnes, c'est évidemment beaucoup, le temps de refueling n'est pas réaliste mais c'est pas bien grave, on a ce qu'il faut. Maintenant ici je vérifie, 14 tonnes, ça me donne 1h21 d'extra fuel, voilà, bon je suis content avec ça, j'ai largement ce qu'il faut quoi. Et ça me permettrait d'attendre si jamais j'arrivais sur Bordeaux, donc toujours en condition de brouillard, si jamais j'avais besoin de faire un ou deux tours d'attente, le temps de trouver une fenêtre météo pour me poser, ce serait parfait. J'ai refuelé, je peux libérer le camion de fuel. Voilà, il est déconnecté et il est parti. Je reviens maintenant sur mon FMS. Et bien je vais regarder mon plan de vol. Mon plan de vol, il me dit que je pars de Nantes, ici j'ai TC qui correspond au top of climb, donc c'est le point auquel il aura fini de monter, à quel niveau? Niveau de vol 190. Luzon, qui est mon premier point sur ma route, TD top of descent, c'est le point auquel il débutera sa descente, ensuite Oléro, Marennes, après la réduction à 250 nœuds, on en parlera plus tard, Royan, et après il me met une vilaine discontinuité, avant d'avoir d'autres points comme ça, pour amener jusqu'à Bordeaux. Bon, on verra ça après. Je vais revenir au départ. Il me donne donc un temps de vol de 26 minutes avec une distance à parcourir de 144 nautiques. Et l'estimated fuel on board
11.6. Donc 11 tonnes 6. Je vais cliquer sur Nantes. Ici, pour déterminer ma trajectoire de départ. Là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle un SID, Standard Instrument Departure. Donc ce sont des itinéraires aux instruments qui sont utilisés depuis le décollage jusqu'à un point en route, de manière à pouvoir se raccrocher après sur une airway. Et ici sur les cartes que je vous ai fournies dans le lien, donc les fichiers PDF, vous verrez sur les SID de Nantes que je vous ai déjà présélectionné en fait au hasard la Luzon 3 Sierra qui correspond à une SID AirNav. Alors je vais aller sur Departure ici. On part de quelle piste? Le vent était du 180 pour 180 pour 6 nœuds, donc on va prendre la piste 21. Ici. Voilà, pour la piste 21, j'ai toutes mes SID qui apparaissent ici et je vais chercher, donc j'ai dit la Luzon. Voilà, j'ai la 3 Sierra et la 3 Victor. Alors pourquoi je prends la 3 Sierra? C'est parce que c'est une SID AirNav et la SID AirNav va utiliser le GPS comme moyen primaire de navigation. Une SID, la 3 Victor est une SID, donc là je ne l'ai pas mise, mais c'est une SID qu'on appelle conventionnelle, qui fait qu'elle va utiliser des radiales, des distances par rapport à des VOR, par rapport on va voir une distance DME, on va voir également par rapport à un ADF, un NDB. Donc on va avoir ce genre de référence qui fait qu'on rentre dans une navigation conventionnelle. Maintenant, de plus en plus, les avions utilisent des GPS comme moyen primaire de navigation, donc de plus en plus on passe sur des SID et des STAR, donc Standard Arrival AirNav, qui permettent juste d'avoir des points qui sont identifiés par des coordonnées GPS. Donc on va utiliser celle-ci, la Luzon 3 Sierra. Voilà, Luzon 3 Sierra. Hop, pas de transition particulière. Voilà, Temporary Flight Plan. Je clique dessus, et là il fait quoi? Là, il vient de m'allumer ici un itinéraire en jaune. Voilà, de départ, il me le met ici aussi, de manière à ce que je vois si je suis content avec ça. Et bien, je regarde sur ma carte, donc ma SID, et je vois que mes points depuis le décollage de la 21, il me donne un point Lulid, donc la 21 c'est vu, Lulid, ok, check. Ensuite j'ai Subac, check, je l'ai bien ici. Après j'ai Beaubry, check également. Ensuite j'ai mon top of climb toujours, et après Luzon, c'est vérifié, c'est bien ce que j'ai sur ma carte. Donc je suis content avec mon itinéraire ici, je le valide. Voilà, et une fois que je l'ai validé, il apparaît en vert ici et en vert ici. Je vais dégringoler dans mon plan de vol, regarder mes points, et j'ai vu tout à l'heure j'avais une vilaine discontinuité. Alors c'est intéressant, je vais vous montrer pourquoi. Ici on va venir, c'est un principe également, on se met en vue plan, et on va toujours vérifier la cohérence de la route qu'on a rentrée. Donc pour ça, voilà, mon échelle je vais laisser à 20 nautiques, ce sera bien. Voilà, je regarde ma route. Et ici, je vais faire dérouler mes points au fur et à mesure. Voilà. Subac, Beaubry. Ici, j'ai ma petite flèche bleue qui m'indique mon top of climb. Donc le point auquel j'arriverai au niveau de vol 190. Le prochain point, Luzon. La flèche qui descend cette fois-ci qui m'indique le top of descent. Oléro. Royan. Et vous voyez qu'après Royan, il n'y a rien qui se passe. Donc il ne sait pas, après Royan, se raccrocher sur la suite du plan de vol. Donc ce que je vais faire, ici, j'appuie sur Clear et je vais effacer cette discontinuité. Et en l'effaçant, il me remet ici, vous voyez, il l'a supprimé, il me raccroche sur les prochains points et effectivement ici, il m'indique bien la trajectoire en pointillé. Je valide. Voilà, et maintenant j'ai bien un trait continu ici. Et si je continue à dérouler mes points, j'ai bien Royan. Voilà, et puis j'ai d'autres points pour arriver jusqu'à Bordeaux. Parfait. Je n'ai pas rentré donc mon arrivée, donc j'ai rentré un SID, donc un Standard Instrument Departure. Je n'ai pas rentré de STAR, donc la Standard Arrival. On fera ça plus tard, on fera ça pendant le vol. Ici, je vous rappelle qu'on est à 26 minutes. Du fait qu'on prenne la trajectoire de départ, on est passé maintenant à 29 minutes de temps de vol. On était à 144 nautiques, on passe à 152. Et l'estimated fuel on board 11.4 au lieu de, je crois, 11.6. Donc c'est parfaitement cohérent. Bon, ma route elle est rentrée. La trajectoire de départ, on en a parlé. Ensuite, on va s'intéresser aux perfs. Alors au niveau des perfs, est-ce que je peux zoomer un peu ?
Je suis désolé, j'ai plein de choses à dire en fait à chaque fois. Peut-être que je ferai plus court pour les autres tutos, mais bon là je pense que c'est important quand même d'avoir des bonnes références. Au niveau des perfos ici, ce sont les perfos take-off. Alors ici j'ai des valeurs que justement je n'ai pas, donc je vais cliquer sur chaque pavé en face, voilà, et il me donne des vitesses. Il me donne V1, VR, V2. V1 c'est ce qu'on appelle la vitesse de décision. C'est-à-dire que pendant la phase de roulage, lorsqu'on va vouloir décoller donc sur la piste, lorsqu'on va arriver à cette fameuse vitesse qui s'appelle V1, si jamais on a une panne moteur avant V1 ou une autre panne, on peut s'arrêter sur la piste. Maintenant, à partir du moment où on arrive à cette vitesse de V1 ou au-dessus, dans ces cas-là, la décision est de continuer la phase de décollage et on sera mieux en l'air. Donc à partir de V1, on décolle de toute façon. VR, enfin on a pris la décision de décoller. VR, c'est la vitesse de rotation, justement. Lorsqu'on arrivera à 134 nœuds, on va initier la rotation pour l'envol. V2, c'est la vitesse à laquelle on va voler en cas de un moteur en panne. Donc 138 nœuds, on va maintenir cette vitesse-là, 138 nœuds, et l'avion nous donnera justement l'inclinaison du nez de l'avion en fait en plus ou moins haut ou plus ou moins bas, de manière à maintenir cette vitesse de 138. La transition altitude, et bien ça je regarde sur ma carte SID et je vois sur ma carte SID tout en haut à droite c'est marqué TA 5000, ce qui veut bien dire que c'est 5000 pieds. Je vous rappelle que l'altitude de transition, c'est l'altitude en dessous on va être en QNH et dès qu'on va passer au-dessus on va passer en calage standard. De manière à ce que tous les avions volent à la même référence. Ici, on a Thrust Reduction / Acceleration. Alors, ça mérite une petite explication de manière à savoir un peu comment on utilise ça. Si vous avez déjà fait un vol en tant que passager dans un Airbus, vous avez dû vous apercevoir que l'avion, le pilote met pratiquement plein gaz quand il décolle et qu'il a décollé depuis 2 minutes, que tout de suite il commence déjà à réduire les gaz. Alors ça peut surprendre, mais en fait c'est normal. C'est-à-dire que pour tous les avions, en fait, ils ont quand même une limite qui fait que pour un décollage, on va vouloir mettre beaucoup de puissance, mais une fois que l'avion est en l'air, ça sert à rien de mettre forcément autant de puissance. On va préserver un peu la vie du moteur. Le moteur, il est fait pour avoir une poussée continue maximale pour peut-être 5 ou 10 minutes en fonction des performances des avions et des FADEC. Donc du coup, on va s'intéresser à ça en disant voilà, notre moteur, on va quand même le préserver. Donc on a une altitude à laquelle on va réduire un peu, on va pas réduire de 50%, mais on va réduire un petit peu la poussée au niveau du moteur. Et on a une autre altitude ici, donc qui est pour l'instant à 2000 pieds, qui dit que lorsque l'avion va arriver à 2000 pieds, il va du coup baisser du nez de manière à pouvoir accélérer. Donc ici, ce qu'on va faire, il l'a mis par défaut 1000 et 2000, probablement parce que l'aéroport de Nantes est inférieur à 100 pieds d'altitude, enfin d'élévation. Oui, il est à 90 pieds. Donc 90 pieds, on va arrondir à 100 pieds, on va pas chipoter. Ce qui fait que on va faire autre chose, on va faire 1600 / 3100. Alors pourquoi je mets ça? Ça correspond donc, la première altitude ici, elle correspond à 1500 pieds au-dessus de l'aéroport, et ça c'est 1500 pieds, 3100 pieds, 1500 pieds au-dessus de cette valeur ici. Je les mets là. Et je vous explique. En fait, c'est ce qu'on appelle une procédure anti-bruit. De plus en plus d'aéroports demandent à ce qu'on effectue des procédures anti-bruit, qui fait que, alors, il y en a plusieurs des procédures, je ne vais pas toutes les vous expliquer, en plus il y en a qui varient en fonction des avions, mais celle-ci, c'est une classique qu'on appelle la 15-103 qui fait qu'on va mettre la première altitude 1500 pieds au-dessus de l'élévation de l'aéroport, et la deuxième 1500 pieds encore au-dessus. Et quand on arrive à cette fameuse altitude, la première, on réduit la poussée à la poussée max en montée seulement, et lorsqu'on arrive à la deuxième, du coup l'avion il va baisser du nez et commencer à accélérer de manière à ce qu'on puisse ensuite rentrer les volets. Voilà, donc si vous faites 1500-3000 au-dessus de l'aéroport, c'est quelque chose qui est loin d'être déconnant, puisque dans la vraie vie ça existe, ce qu'on appelle une procédure anti-bruit, une NADP, je crois que c'est NADPA qu'elle s'appelle. Ici, c'est l'altitude à laquelle on souhaite monter en cas de panne moteur de manière safe, en se disant bah voilà, moi j'estime que si jamais je perds un moteur, vu l'environnement, ça peut être des obstacles, ça peut être des montagnes, voilà, il faudrait que je monte au-dessus de telle altitude avant de pouvoir me considérer comme au-dessus d'une, enfin c'est ce qu'on appelle la take-off safety altitude quoi.
Donc elle n'est pas forcément la même que celle-ci. Ici je vais mettre la même parce que je sais pas trop comment c'est. On pourrait même laisser les 2000 à la rigueur, on s'en tamponne un petit peu. Ça mériterait d'être affûté. Bon, aujourd'hui j'ai pas prévu qu'on perde un moteur, ça peut toujours se passer, mais je l'ai pas prévu. Mais 2000 pieds de toute façon c'est cohérent. Après, on a un réglage ici, vous voyez Flaps 1. Il nous propose de décoller avec un cran de volet. Pour le décollage, et ben oui, ça me paraît pas idiot. Je sais pas si d'ailleurs il met toujours un par défaut, j'en sais rien. Mais on pourra avoir un deuxième cran de volet également. La différence, c'est que si une piste est longue, je vous la fais courte, hein, mais si jamais une piste est longue et que vous n'avez pas d'obstacle particulier, dans ces cas-là, autant privilégier un cran de volet seulement. Si maintenant vous avez une piste courte ou un obstacle qui est très près de la piste, dans ces cas-là, il vaudrait mieux sans doute privilégier un deuxième cran de volet. Donc là, on va prendre un seul cran de volet ici, et je vais appuyer sur ce bouton-là. Et là, maintenant, il me met un réglage du THS up à 2.7 et vous voyez que ça bouge ici au niveau de la roue. Il est en train de me régler le plan horizontal, donc à l'arrière de l'avion, en fonction notamment du centre de gravité de l'avion. Et donc il lui a trouvé un centrage, compte tenu du centrage, il a déterminé qu'il fallait up à 2.7. Je suis pas contrariant, je considère qu'il a raison. Ce paramètre take-off flex, ça on l'abordera plus tard, je ne vais pas passer de temps dessus. Voilà, je vais mettre 54, si vous mettez ça, ça vous tuera pas. Hein. Donc F54 ici. Maintenant, NG, alors évidemment, dans la vraie vie, j'en sais rien, il y a forcément des paramètres différents. Mais là, dans le cadre de la simulation, c'est largement suffisant. Ensuite, j'ai fini, je vais faire un uplink takeoff data, crac. J'ai rentré mes perfs. Je crois pas, non c'est tout, il n'y a rien d'autre à rentrer ici. Maintenant que j'ai rentré ça, bon, commence à pas être mal là. Je vais redézoomer. Voilà, je vais m'intéresser maintenant à ce qu'on appelle le guidance panel ici, donc avec tous les paramètres de l'autopilot. Je reviens sur Nantes, j'avais un QNH à 1038, je vais régler mon QNH à 1038. Voilà, 1038, et j'arrive ici, c'est 100 pieds, bah effectivement j'étais à 90 pieds, en fonction de là où je me trouve sur le parking, il y a peut-être un petit écart, donc ça me paraît cohérent. Ici, je vais m'afficher les contraintes, je n'ai pas besoin de voir tous les aéroports sur mon écran. En mode de départ, je vais mettre en mode arc, ce qui fait que je vois bien ma route. Et ici, de manière à ce que ce soit plus visuel, je vais même zoomer pour mettre à 10 nautiques. Voilà, l'échelle est dilatée et je vois bien mon prochain point et même le deuxième. Ici, je vois VOR 1, VOR 2, oui, parce qu'effectivement, mes boutons ici sont vers la droite, vers le VOR. En fait, je vais les mettre sur off. J'en ai pas besoin, d'une part parce que je les ai pas renseignés, et de deux parce que je vais faire un départ donc AirNav, et je vous rappelle que le départ AirNav va utiliser le GPS comme moyen primaire de navigation. Donc j'ai pas besoin de me setter des VOR pour mettre des radial distance. Je pourrais éventuellement le mettre si j'avais besoin de revenir en urgence me poser sur Nantes, et dans ces cas-là me mettre un ILS. Mais bon, il y a d'autres moyens pour le faire. Là pour l'instant, je vais épurer un peu mon écran, ça sert à rien de le charger d'informations, j'en ai pas besoin, je ne le mets pas. Ici, ça fera l'objet sans doute d'un prochain tuto. Là, mes paramètres sont normaux avec des vitesses, tout ce qui est mode latéral navigation qui sont managés, ce qu'on appelle managés. Et je vais mettre mon première altitude à combien je vais mettre? Allez, 90. Je vais considérer que la clairance, le contrôle me donnerait le niveau 90 initial. Voilà. J'ai mon niveau 90 qui est affiché ici, donc ça c'est mon target, donc de monter vers ma première altitude, niveau de vol 90. Ici, 250, eh ben, c'est une vitesse pour l'instant qu'il connaît lui, qui correspond à la vitesse, la contrainte en dessous de 10 000 pieds, parce que je rappelle qu'en France, la vitesse maximale en dessous de 10 000 pieds est de 250 nœuds indiqués. 131, on s'en souvient, celle-ci c'est V1, c'est la vitesse de décision qu'on a vu tout à l'heure dans les perfs. Climb, bah c'est le mode par défaut qui est armé de manière à aller chercher. Donc le mode climb, c'est le mode vertical de navigation qui va aller chercher pour aller ensuite chercher le niveau de vol 90. Et ici c'est le mode latéral de navigation, il se met en mode nav, autrement dit, il va, donc c'est un mode armé, hein, il est bleu, et qui va aller chercher après le plan de vol. Lui, ce qu'il va vouloir, c'est aller chercher, voilà, ma route pour aller s'aligner dessus. Bon, eh bien, on a tout paramétré proprement. Maintenant, on va pouvoir démarrer et s'intéresser au pushback. Alors, pour ça,
on va mettre le beacon sur on. Le beacon donc sur les feux anti-collision. On va attacher les passagers. Voilà. On va vérifier que les portes de l'avion soient fermées. Donc on va se servir de cet écran là et on va appuyer sur door qui est ici. Impeccable. Toutes les portes sont vertes donc elles sont bien fermées. On va se mettre sur la page engine pour la mise en route. De toute façon je crois qu'elle se mettra automatiquement. Et puis on va vérifier que le parking brake est bien appliqué, ce qui est le cas. C'est parfait. Maintenant ce qu'on va faire, on va déconnecter, parce que donc maintenant on va rentrer, on va vouloir demander le pushback. On va déconnecter ici le nose wheel steering qui correspond à la roulette donnée avant. Lorsqu'on la déconnecte, ça va permettre au tracteur justement qui va venir effectuer le pushback et de pouvoir avoir la pleine liberté au niveau de cette roulette, de pouvoir ensuite faire un repoussage propre. Donc on la déconnecte, ça évite d'abîmer tout. Et on va appeler le tracteur. Alors ça j'en ai pas besoin. J'ai tout viré. Et ici je vais appeler maintenant mon tracteur pour le pushback. Voilà. Donc là j'ai ce petit écran qui se met ici. Mon nose wheel steering est bien déconnecté. J'ai le message qui est ici avec un master caution ici. Donc vous voyez c'est ambre. Comme c'est ambre comme message, c'est un message ambre que j'ai ici aussi. Le tracteur se met en position. Je vais passer maintenant en vue extérieure pour voir un peu ce qui se passe. On a même des chasseurs sur l'aéroport de Nantes. Alors, le tracteur se met en position. Voilà, donc vous voyez, il va aller chercher la roue. Crac, il la bloque derrière. Impeccable, il est en position. La prochaine étape, c'est que je vais libérer le parking brake. Je le libère. Park brake off. Sinon, il ne va jamais pouvoir me repousser. Et là, maintenant, je vais repousser l'avion. Donc là, je vais le faire aller par ici, reculer et ensuite se mettre par là, de manière à ce que je puisse ensuite, moi, repartir sur le taxiway vers cette direction. On est parti. Alors je connais pas bien l'Airbus, donc du coup le rayon de virage pour venir s'aligner proprement sur le taxiway, je vous garantis pas que on fera un carreau. Hein. Donc là on peut phraser aussi les feux de navigation, donc il y en a un ici, donc le vert à tribord, le rouge à bâbord, et puis on en a un derrière, donc blanc, voilà, qui fait que les trois réunis éclairent à 360 degrés. On a le feu anti-collision qui est ici, et on en a également un sous l'avion. On va pas tarder à le faire tourner. Je pense que j'ai un peu trop attendu. Bon, on n'est pas super bien calé sur le taxiway. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Il va nous faire reculer dans l'axe de manière à remettre proprement la roulette de nez. Bon, on va considérer que ça ira bien. On va se mettre un peu plus sur le taxiway quand même. Alors on aurait pu démarrer les moteurs pendant la phase de pushback. Hein. Le problème c'est qu'on peut pas faire les deux en même temps là ici simulateur, à la fois regarder ce qui se passe dehors puis les démarrer proprement. Donc j'ai décidé qu'on ferait le pushback d'abord et la mise en route après. Voilà, on arrête le pushback. Maintenant je remets le parking brake. Voilà, j'ai remis le frein de parc et eh bien je vais pouvoir
enlever le tracteur, terminé. Le pushback est fini. J'ai mis mon parking brake. Je reviens sur ma vue cockpit. Voilà, et tout de suite, la première chose que je vais faire, c'est reconnecter mon nose wheel steering, ma roue avant. Je n'ai plus le message, je cancelle mon warning. Voilà, je suis propre. Il me reste plus maintenant qu'à démarrer mes moteurs. Pour les démarrer, pas très compliqué. Je vérifie que j'ai bien de la bleed APU parce que mes moteurs ont besoin d'avoir, ils vont démarrer avec de l'air. Donc j'ai bien ma bleed qui va apporter de l'air pour démarrer mes moteurs. Donc c'est bon, les sur on. Je vais maintenant dans ma séquence mettre l'engine start sur normal. Voilà. Et je vais démarrer mon moteur numéro 1. Starting engine 1. Je reviens ici sur mes paramètres, je vais monitorer ma séquence de démarrage. J'ai du N2, donc le moteur commence à tourner, c'est parfait. La pression d'huile qui s'établit, température. Ici après la prochaine étape c'est du fuel flow, donc faire entrer forcément du carburant dans le moteur. Voilà, c'est fait. Crac, le moteur 1 est démarré, ça stabilise tranquillement. C'est parfait, on va pouvoir démarrer le moteur numéro 2. Starting engine 2. On démarre le 2, pareil, on se remet sur les paramètres ici. Il est évident qu'avant de les démarrer, on aurait quand même regardé un petit coup d'œil de sécurité dehors pour vérifier que tout était propre, quoi, que c'était bien dégagé. Voilà, le fuel flow. C'est fait. La température monte. Ça stabilise. After start checklist completed. Voilà, Pedal full available. left. Check. Les deux moteurs sont démarrés. On va terminer la séquence maintenant en remettant l'engine start ici en position normale. Pendant qu'on est ici, les grands spoilers, eh bien, je vais les armer tout de suite. Spoilers arm. C'est ce qui permettra de les activer automatiquement si jamais je devais faire un décollage avorté, si jamais j'ai une panne moteur par exemple lorsque je commence à décoller, je commence à rouler, dans ces cas-là, pour m'aider à freiner, il va sortir les grands spoilers. Je vais également sortir mes volets, je vous rappelle qu'il fallait qu'ils soient sortis au premier cran, donc je vais mettre un cran de volet. Pardon, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais mettre un cran de volet. Flaps 1. Voilà. L'ATC ici, eh bien, au niveau pour mon transpondeur, je vais mettre en position auto. Le contrôleur peut me voir sur son écran. Maintenant que j'ai démarré mes moteurs, je n'ai plus besoin de mon APU, puisque chaque moteur a sa propre génératrice électrique, et qui fait que du coup, eh bien, comme l'alimentation électrique est assurée par ces deux génératrices, je n'ai plus besoin de mon APU. Je vais commencer par couper la bleed, et ensuite, je vais couper donc mon APU histoire de, juste sur le master switch, pas besoin de cliquer sur autre chose. Voilà, terminé, je suis en train d'éteindre mon APU, on s'aperçoit qu'on garde évidemment toute l'alimentation électrique et pour cause puisque c'est fourni par les moteurs. Ensuite, l'anti-ice. Alors l'anti-ice c'est intéressant, aujourd'hui je vais en mettre de l'anti-ice, on va la mettre dans, il faut deux conditions en fait pour utiliser les anti-ice, ça va être d'abord que la température soit inférieure à 10 degrés, ce qui est le cas, je ne sais plus combien elle était, je crois 9 degrés il me semble, à Nantes, 9 degrés c'est ça, bon, sachant quand on va monter avec l'altitude, théoriquement la température va baisser 2 degrés à peu près tous les 1000 pieds. Et une deuxième condition, c'est si jamais il y a ce qu'on appelle visible moisture, si jamais il y a de l'humidité visible. Effectivement, il y en a, de toute façon, partant de brouillard, on avait un plafond à 300 pieds en plus, donc oui, il y en a. Donc on va mettre ici des anti-ice et on va également mettre les ailes. Donc voilà, on a notre protection anti-ice. Ensuite, on va regarder les flight controls. Voilà, ici, eh bien, je vais jouer avec mes commandes. Full left, check. Full down, check. Full right, check. Full up, check. Voilà, la même chose sur les pédales pour le palonnier. Pedal full right, check. Flight control check, completed. Parfait. Donc mes flight controls ont été vérifiés. Maintenant, je vais vouloir commencer le roulage, il est temps. Le roulage. Alors, pour la gestion des lumières,
on va mettre celui-ci sur on. Celui-ci c'est run away turn. Il y a des petites lumières à chaque côté du fuselage qui permettent d'éclairer à 45 degrés, ce qui fait que lorsque je vais aborder un virage au roulage, c'est plus facile de voir un petit peu où je veux aller. Et j'ai également celui-ci qui est sur la roulette de nez que je vais mettre en phase un cran taxi. Voilà. On va démuter le roulage. Donc je vais mettre dans une configuration de vue qui me permette de bien voir ce qui se passe. Voilà, c'est parfait. On release le frein de parc et on débute le roulage. On voit qu'il pleut un peu, il y a quelques gouttes sur le pare-brise. On entend l'hôtesse qui est en train de faire un briefing sécurité aux passagers. Ah, en train de se faire griller par un fantôme. Un peu pénible les garçons. Voilà. Voilà, je roule à... On le voit ici en grande speed, je suis à 14 nœuds. Bon, je vais réduire un petit peu, ça sert à rien de rouler trop vite. Voilà. Petit coup d'œil extérieur, je dois pas être loin de la ligne jaune, je pense. Ouais, c'est parfait. Bon, on voit le chasseur qui est arrêté au point d'arrêt de la piste 21. Voilà, nous on va s'arrêter là. Hein. Alors j'ai l'impression qu'il part. Ouais. Donc on va poursuivre le roulage jusqu'au point d'arrêt. Voilà. On va s'arrêter ici au point d'arrêt. Park brake on. Et il nous reste à faire les actions. Donc avant de s'aligner. Donc pour ça, on va partir du bas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir le weather radar. Donc le radar météo que je vais mettre en fonctionnement. Wind shear, donc c'est ce qui va me donner une indication en cas de turbulence avec un guidage associé, de manière à pouvoir sortir de zones de turbulence qu'on peut avoir typiquement après le décollage ou en phase d'approche avant l'atterrissage. L'engine start, je le laisse sur manuel, sur normal, pardon. Je pourrais le mettre sur ignition de manière à forcer l'ignition des moteurs. Typiquement, c'est lorsqu'on est en cas de forte pluie, par exemple, ça peut être une procédure intéressante. Là, c'est pas le cas, je vais le laisser en position normale. Le TICAS, hop, alors ça je vais le mettre en position TARA. J'ai trois positions, j'ai standby, TA et TARA.
TA, si jamais j'ai un avion qui arrive en face de moi sur une trajectoire qui est conflictuelle, dans ces cas-là, ça va être indiqué sur mon radar. Si maintenant je suis en TA-RA, ça veut dire qu'en plus du Traffic Advisory, donc TA, il va me donner également une RA, Resolution Advisory, qui fait qu'il va me donner une trajectoire cette fois-ci d'évitement, aussi bien à moi qu'à l'autre avion conflictuel, de manière à ce qu'on puisse s'éviter proprement. Donc là, je vais me mettre en position TARA. Ensuite, je remonte. Je vais me mettre ici auto break au max, ce qui fait que en cas d'arrêt décollage, eh bien, je vais bénéficier du maximum d'assistance de freinage, de manière à pouvoir freiner mon avion sur une distance la plus courte possible. Et je m'aperçois qu'avec cette dernière action, j'ai clairé toute ma take-off checklist. Et d'ailleurs, take-off config, je clique dessus, il est content, j'éteins mon Waster Warning, tout va bien. On continue, on monte, et là au niveau des lumières, on va engager la piste maintenant pour le décollage, on va mettre donc les strobes sur on. C'est un feu qui flash, qui se voit très bien et qui permet d'avertir les autres avions. Ici, ce sont les landing lights, alors ça s'appelle landing mais on les met également pour le take-off, et ça permet de mieux voir. Et le nose, l'éclairage du nez, on va le mettre également sur on, cette fois-ci non plus en phase taxi. Voilà. J'ai terminé mes actions ici. Je vérifie que le reste au niveau du panel ce soit noir. Donc la philosophie, Dark Cockpit, ça veut dire que tout est propre. Ici c'est en bleu, c'est normal, ce sont mes anti-ice. Mais je n'ai rien de ambre ou de rouge qui seraient des signaux ambre anormal et rouge c'est de l'emergency. Voilà. Donc j'ai proprement mis mon panel. Ici vous voyez que je suis en TA only. Ça veut dire qu'il ne me donnera pas de toute façon de trajectoire d'évitement. Ce qui est logique parce que comme je suis proche du sol, là en l'occurrence je suis au sol, mais quand je serai très proche du sol, il ne veut pas non plus qu'en cas d'évitement, si un avion descend et l'autre monte, et que ça se termine autrement avec la proximité du sol. On release le frein de parc, on est prêt maintenant. Et on va s'aligner. On vérifie qu'il n'y ait personne en finale. Par principe, on va aller se mettre jusqu'au seuil de piste. Voilà. Park brake on. On s'arrête. A priori, un 747 qui dégage. Il fume. Bon, logiquement, il faudrait qu'on attende 2-3 minutes avant de décoller quand même, à cause des turbulences, de sillage. Là, je suis pas sûr que ce soit vraiment rendu au niveau du simu. Par contre, donc ce qu'on va faire, ici, vous allez voir quand on va mettre les gaz, il va se mettre en mode, dans le mode vertical, il va se mettre en mode SRS. Le SRS c'est le Speed Reference System qui fait qu'il va vouloir lui gérer une vitesse au décollage. Donc on en a déjà parlé. Lui après l'envol il va gérer une vitesse et puis il va manager on va dire l'incidence de l'avion de manière à pouvoir garder justement cette vitesse là. Et le mode de navigation va s'armer automatiquement pour passer en vert. On est prêt à décoller. On considère qu'on a été autorisé. La seule chose que je vais faire c'est mettre le chrono en route de manière à pouvoir connaître mon temps de vol.
mon chrono est en route, il s'affiche ici. Park brake off. Je réalise mon parking brake et là je vais pousser les gaz, non pas jusqu'à fond, mais il y a une petite détente avant qui s'appelle, voilà, flex, man flex. Power set. Mon mode vertical c'est bien SRS pour l'instant, runway parce qu'il est en train de maintenir le cap de la piste. La prochaine annonce ça va être 100 nœuds, 100 knots, qui sera annoncé par le copy, de manière à vérifier que moi je vérifie mon badin de mon côté, ma vitesse, et je vérifie aussi que je suis toujours vivant. 100 knots. Voilà, donc je réponds checked. V1. Rotate. On a eu les deux annonces V1 dans la vitesse de Positive décision et climb. rotate. Positive climb. Gear Hop. up. Je rentre le train. Voilà. Je vais mettre tout de suite l'autopilot parce que je peux pas tout faire en même temps, vous parler et puis discuter de pas mal de choses. Autopilot 1, cross-check. L'autopilot est sur on. On a ici donc le SRS qui est toujours actif, donc de manière à maintenir la vitesse. Vous avez vu qu'on est passé en mode navigation vert parce qu'il est devenu actif, donc là maintenant il suit réellement le plan de vol. Et il nous maintient sa vitesse là. Et là vous voyez, lever climb, on a passé 1600 pieds, donc c'est ce qu'on avait annoncé comme attitude de réduction. Et voilà, et là je réduis la puissance de mon moteur. Et je passe en régime de montée. Je suis en régime de montée. La vitesse, il la maintient toujours, tranquillement, il va la garder. Et mon prochain step, ça sera donc passant, c'était 1600 pieds plus 1500, c'était 3100 pieds. Et à 3100 pieds, vous allez voir l'avion qui va baisser du nez de manière à pouvoir accélérer. Voilà, on arrive à 3100 pieds, l'avion va accélérer tranquillement. On le voit qu'il accélère, il y a la petite flèche jaune ici qui nous l'indique. On va passer au-dessus de la vitesse ici qui est marqué slats avec les becs de l'avion. Effectivement, j'ai un cran de volet, donc je vais pouvoir les rentrer maintenant. Flaps 0. Flaps 0, c'est parfait. Il va continuer d'accélérer vers 250 nœuds qui est donc sa limite en dessous de 10 000 pieds. Et tant qu'il n'a pas atteint sa vitesse là, il ne monte pas beaucoup. Forcément, parce que son but à lui, pour l'instant, c'est d'accélérer. Et une fois qu'il aura la vitesse, et bien là, il va recommencer à monter. Voilà. Il est arrivé à la vitesse, il va la récupérer tranquillement. Et là, maintenant, on est bien en phase de montée. On va s'intéresser maintenant aux actions après le décollage. Et ben voilà, le copy vient de le dire. Donc en l'occurrence, le runway turn off, j'en ai plus besoin, c'était pour le roulage. Le nose, eh bien j'en ai plus besoin non plus, je vais le mettre sur off. Voilà. Ensuite, je redescends. Le seatbelt, je vais le garder pour l'instant, évidemment. Je vais, les spoilers armed, je vais les désarmer. Spoilers disarm. Parfait. Maintenant, il clignote ici, ce qui est logique. Je suis au-dessus de mon altitude de transition qui était à 5000 pieds. Donc maintenant, je dois être en niveau de vol. After takeoff, Je passe en standard. Standard Barrow cross-check. Passing flight level 064. Voilà, et on monte donc vers le niveau 90 pour l'instant initial. Alors volontairement, on va le laisser stationner, on va le laisser se mettre à niveau au 90 et plutôt que de faire une montée continue. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça pourrait parfaitement se produire. Une chose que je n'aime pas du tout ici, vous voyez, je ne sais pas du tout où je vais, j'ai pas le point. J'aime bien changer l'échelle dans ces cas-là, de manière à au minimum voir le prochain point. Ça me permet de voir, d'anticiper un petit peu ce qui peut se passer. J'arrive au niveau de vol 80, donc je suis à 1000 pieds d'interception. Vous allez voir qu'ici je suis toujours en régime de montée, mais qui va se mettre, je crois que c'est en halt avec une étoile.
pour m'indiquer qu'il va intercepter. Voilà, il se met en phase d'interception, Alt avec une étoile. Et lorsqu'il l'aura stabilisé au niveau, voilà, il se met en Alt. Bon, ça pourrait parfaitement se produire qu'on soit autorisé seulement à maintenir le niveau de vol 90 sans monter plus haut. Tout est stabilisé. Bon, maintenant on va considérer qu'on est autorisé quand même à monter plus haut. Le 190. Je sélectionne le 190. Il s'affiche ici. Il est en bleu parce que c'est armé seulement. Et je vais pousser dessus. Lorsque je pousse, il se met en montée. Et vous voyez là, j'ai Climb qui est à nouveau engagé maintenant. Donc en vert, c'est un mode engagé. Et en bleu, c'est un mode armé. Pourquoi? Parce que il sait que lui, il veut intercepter l'altitude 190. Une chose à faire, je ne suis plus dans les nuages. Donc comme je ne suis plus dans les nuages, eh bien je vais couper mes anti-ice. Voilà. Je vous rappelle que les deux conditions, c'est la température qui soit inférieure à 10 degrés et que ce soit également avoir de la visibilité, enfin de l'humidité pardon visible, être dans les nuages, ce qui n'est plus notre cas. On a passé les 10 000 pieds en montée, on n'a plus la contrainte, la même contrainte, vous voyez que là il est en train d'augmenter sa vitesse maintenant. Et du coup, comme on a passé 10 000 pieds, voilà, le copie vient de l'annoncer. Dans ces cas, les landing lights, je les mets sur off également. Et ce que je vais faire, c'est que je vais détacher les packs. Voilà. La dernière chose aussi, bah vous savez qu'en cas de dépressurisation, ce qu'on veut, c'est descendre jusqu'à 10 000 pieds ou en dessous de manière à pouvoir respirer normalement. Dans ces cas-là ici, je vais m'afficher plutôt la pressurisation, de manière à savoir comment se comporte mon système de pressu. Je vois que ma cabine monte ici à 700 pieds minutes et que j'ai une altitude à cabine de 2500 pieds pour une altitude pour l'instant de 2005. C'est effectivement cohérent des perfos de l'Airbus. Et donc ça je vais le monitorer. Si je vois que ma cabine altitude monte franchement trop vite ou franchement trop, dans ces cas là je peux m'attendre à éventuellement une dépressurisation. Voilà. Donc là on serait pas mal. Ici j'ai ma petite flèche avec mon top of climb. Donc logiquement je devrais arriver au niveau de vol 190 vertical de cette petite flèche. Ça ne sera pas le cas sur ce vol là, puisque on a grenouillé un petit peu au niveau de vol 90, pas longtemps mais un petit peu. Donc on l'a cassé un peu dans sa montée, ce qui fait que du coup on va intercepter probablement un petit peu plus tard. Ce qui n'est pas bien grave. Bon, ce que je vais faire pendant ce temps-là, je voudrais vérifier la dernière météo à Bordeaux. Ici, arrivé sur Bordeaux, j'ai toujours 7h30 UTC. Est-ce que j'ai mieux en faisant oui, en cliquant sur Update? Vous voyez, j'ai une meilleure météo là. Alors, qu'est-ce qu'il m'annonce? Il m'annonce donc le métard du 28 à 8h30Z, ce qui fait 9h30 local, toujours un métard auto, un vent du 130 pour 2 nœuds. Donc c'est franchement faible. Les VISI 300 mètres 250, pas terrible. Sur la 23 375 mètres de RVR. Sur la 05 350 également, 325 sur la 29. Toujours du brouillard, une VISI verticale à 0. Les tempés 1 sur 1. Donc toujours 100% d'humidité. 1041 au QNH, c'est incroyable. Et puis no significant weather. Bon, ça nous suffit quand même. On sait donc clairement que les conditions sont pas terribles. Là où on a une meilleure RVR, c'est sur la piste 23. On va donc effectuer notre ILS sur la piste 23. Ici, on arrive tranquillement à 19 000 pieds. On a pareil le halt avec une étoile qui s'est affichée. Et lorsqu'il sera stabilisé, on va avoir un cruise halt. Voilà, halt cruise, pardon. Et la vitesse, maintenant il va chercher sa vitesse de croisière et il va stabiliser. On arrive sur Luzon.
Et on va commencer tranquillement, nous, à préparer notre avion pour la phase d'arrivée. On va se mettre une star, hein. Je vais retourner dans mon plan de vol. Et j'ai une star, parce que je vous rappelle qu'après Royan, on faisait plus rien. Voilà, ici, alors que on va avoir des trajectoires également publiées pour ce qu'on appelle une star, une standard arrival. Donc vous prenez sur vos cartes de Bordeaux, et j'avais déjà présélectionné une star qui s'appelle la Royan 8 Lima. Et bien je clique sur Bordeaux. Je vais aller chercher ma procédure qui m'intéresse, qui est une ILS sur la piste 23, 3100 mètres de piste avec une course au 226, ce qui est très bien. Hop, je clique dessus. Voilà, je vais chercher ma star, donc la Royan 8 Lima, ici. Royan 8 Lima, c'est parfait. Et je vais chercher, il y a plusieurs manières de la prendre, celle-ci. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être la head par 2. Voilà, c'est ça. Alors, je vais la valider ici. Voilà, et puis ensuite, si jamais elle est cohérente, je vais regarder ça tout de suite. Oui, c'est pas très bien, j'ai pas forcément mes prochains points déjà. Je vais aller chercher, je vais mettre en mode plan. Voilà, j'ai mes points ici qui apparaissent. Royan, head par, avec ma trajectoire qui est dessinée, ici jusqu'à l'arrivée. Et si vous regardez votre fiche d'approche pour Bordeaux, ça correspond exactement à ça. Donc je l'insère, je suis content avec ça. Parfait. Je reviens où j'en étais. Ici, je vois mon avion, je me remets en mode arc. Je vois pas mon prochain point, ça ne me convient pas. Voilà. Là, sur une échelle 40 nautiques, je vois mon prochain point, je vois même mon top of descent, ce qui fait que je vais pouvoir m'y préparer tranquillement. Pour m'y préparer, je vais rentrer dans la page perf. Ici, je vais aller chercher prochaine phase de vol qui est l'approche. Il me demande ici, alors je vais zoomer un peu, on a le temps. Le QNH, c'est le QNH de Bordeaux qui l'intéresse, 1041. Voilà. La température, 1 degré. Et le vent, on a 130 pour 2,2. Pour 2 nœuds. Voilà. L'altitude de transition, je vais regarder sur ma fiche. Alors c'est la fiche qui s'appelle FNA ILS. Et c'est marqué effectivement sous le cartouche où on voit justement la mer, c'est bien marqué TA 5000, on a bien 5000 pieds, c'est parfait. Et donc ici il me donne des minima à 200 pieds. Alors tout ça, ça fera l'objet d'un prochain tutoriel, je ne vais pas m'avancer dessus. Avec une landing configuration par contre qui me dit que ce sera plein volet et une vitesse d'approche à 135 nœuds. Très bien. Mon plan de vol il est là, parfait. Je suis bien en croisière, au niveau de vol 190. L'optimum me dirait que je pourrais monter, l'idéal ça serait le niveau de vol 407, bon c'est un peu haut pour ce vol là, et le maximum compte tenu de la masse de l'avion c'est le niveau de vol 410. C'est pas très intéressant dans le cadre de cette simulation aujourd'hui en tout cas. Hop, ici je vais me mettre avec ce qui m'intéresse pour l'instant, parfait. Je vais changer mon échelle parce que j'ai suffisamment d'informations qui vont m'intéresser sur 20 nautiques. Et je vois que je vais arriver tranquillement à mon top of descent. Alors il y a deux solutions, c'est où j'attends d'arriver vraiment vertical de mon top of descent de manière à initier ma descente, ou je vais l'initier un peu plus tôt. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. L'idée c'est d'avoir un plan de descente qui soit un petit peu plus faible et éviter d'avoir une vitesse qui soit trop importante pendant la descente, quoi. Et de ne pas pouvoir la maîtriser proprement. On va considérer qu'on peut descendre tout de suite vers 3000 pieds. Un contrôle aérien extrêmement efficace.
Voilà, le copie m'avertit qu'on est close, qu'on est près du top of descent, et hop, j'appuie une fois, et du coup je me mets en régime de descente vers une altitude cette fois-ci, puisque c'est bien en dessous de l'altitude de transition, donc on parle d'altitude, on sera bien vers 3000 pieds. Là, il m'a mis la vitesse de descente qui est ici, avec le bracket max et le bracket mini. Donc grosso modo, il veut évoluer entre ces deux vitesses-là, sachant que l'idéal, c'est cette vitesse ici. On va voir si c'est la maintenir. Si c'est pas la maintenir, il faudrait mettre un petit peu de speed break. Mais par principe, on va éviter de les mettre. Puisque mettre des speed break, en fait, ça va vous augmenter la traînée sur l'aile. Et ça crée des vibrations qui peuvent être un petit peu désagréables pour les passagers, quoi. À Bordeaux, je vous rappelle, température 1 degré. Là on voit qu'on va commencer à rentrer en des nuages. Donc on va se mettre les anti-ice. Voilà, pour protéger l'avion. C'est pas la peine de givrer. Bon, en phase de descente, on s'aperçoit que pour l'instant il sait tenir la vitesse, il pose pas de problème particulier. Le petit rond magenta, ça nous indique là où on aurait dû se trouver en fait. Donc on aurait dû se trouver plus haut. Mais comme on a déclenché la descente un peu plus tôt que prévu, bah forcément, on se trouve un petit peu en dessous de la trajectoire que lui avait calculée. Mais vous voyez qu'il est en train de la récupérer tout doucement. Ici une information au TICAS, donc qui nous indique un avion qui est actuellement en descente, voilà, et il vient de nous croiser au même niveau de vol et maintenant il passe en dessous de nous. Donc là, si vous vous intéressez à la navigation, on est en train de terminer non, on va arriver sur la star, donc sur Royan, et à Royan on va commencer donc notre star qui correspond à la fiche que je vous ai donnée, c'est la Bordeaux Star Runway Hall AirNav. Donc encore une fois, c'est une procédure AirNav, donc qui utilise le GPS comme moyen primaire de navigation et qui n'utilise pas les moyens conventionnels comme les VOR, l'ADF et les DME. Et donc à Royan, il nous dit que il faut être, donc vous voyez sur la fiche d'approche, je ne sais pas si vous voyez, à côté de Royan c'est marqué FL 150 avec une barre au-dessus, qui fait qu'on doit être à ce point là en dessous du niveau de vol 150. Le 150 c'est le maximum. Et là on s'aperçoit qu'on est au 144, donc c'est parfait, notre avion a bien géré le profil de descente de manière à respecter justement ces contraintes. Là on voit que la vitesse augmente un poil, donc on est un petit peu au-dessus de la vitesse que lui avait calculée. Bon, du coup, ou alors on laisse faire de manière à voir si jamais il sait le récupérer, ou alors il faudrait sortir un petit peu de speed break de manière à pouvoir l'aider à maintenir cette vitesse de descente. On va attendre, on va voir un petit peu plus tard. Et donc sur votre trajectoire d'approche, donc sur la carte, on s'aperçoit que sur la Royan 8 Lima, donc consiste ensuite à aller vers Edpar, qu'on doit intercepter avec une vitesse max de 220 nœuds et entre 5000 pieds et niveau de vol 120. Bon, là on voit que la vitesse augmente, on va lui mettre un peu de speed break de manière à se maintenir. Voilà, allez, soyons fous. Avec ça, ça devrait l'aider à décélérer. Bon, on n'est plus dans les nuages, donc on voit que c'est vraiment un petit brouillard qui est en basse couche, mais on n'est plus dedans. On va donc enlever les anti-ice. C'est un gros avantage en fait, c'est que quand vous mettez des anti-ice, forcément vous augmentez le prélèvement requis au niveau des moteurs de manière à pouvoir dégivrer les parties, donc les ailes et puis les entrées d'air des moteurs. Donc comme vous sollicitez plus de prélèvement d'air, bah, du coup on a besoin d'appliquer plus de puissance
pour justement aider au dégivrage. Donc forcément l'avion il ne peut qu'accélérer dans ces cas-là. Donc le fait d'enlever les anti-ice, on sollicite moins les moteurs parce qu'on a moins besoin de prélèvement d'air, et dans ces cas-là c'est plus facile pour lui de maintenir sa vitesse. Là on voit bien que la vitesse décélère, hein, on voit bien le vecteur avec la petite flèche ambre jaune qui nous donne la tendance de la vitesse, donc qui se réduit. Le prochain point est de part, et une chose dont on n'a pas parlé, c'est la trajectoire en bleu qui correspond à l'approche interrompue. Donc ça vous la verrez sur la fiche qui s'appelle, donc c'est Bordeaux FNA pour Final Approach ILS Lock, et qui elle vous dit justement vous avez une trajectoire en pointillé qui vous indique que si jamais vous deviez remettre les gaz en finale parce que par exemple vous ne voyez pas la piste, ce qui sera peut-être notre cas d'ailleurs, et bien dans ces cas là on remet les gaz et on suit cette trajectoire en pointillé, et qui est ici sur le FMS et sur l'écran de navigation pardon, et matérialisé en bleu. D'ailleurs lors d'un prochain tuto on pourrait faire ça, s'amuser à faire 2-3 approches avec justement l'approche interrompue, voir un peu comment ça se passe. Bon, ben là pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. La vitesse, vous apercevez qu'avant il était à 300 nœuds, qu'il a réduit au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à 10 000 pieds et qu'à 10 000 pieds et en dessous la contrainte est de 250. Ce qui correspond à ce petit ambre ici qui correspond à 10 000 pieds. Là on devrait arriver à 10 000 pieds et pour réduire à 250 nœuds. On est parfaitement sur le plan qui était calculé, on voit le petit rond magenta. Voilà, on arrive à 10 000 pieds. Les actions passant 10 000 pieds, eh bien on rallume les landing lights ici, comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Le seatbelt, on va rattacher tout le monde. Voilà, et puis on a également ici, voilà, l'auto-break, comme en position médium, c'est pour l'atterrissage, pour pas oublier, qui fait que ça va nous aider à décélérer l'avion, une fois qu'on aura posé les roues au sol. Alors il y a low, il y a médium, je connais pas bien l'Airbus donc je le mets en médium, peut-être que l'eau aurait suffi, en tout cas on ne met pas en max à l'atterrissage quoi. Bon, on est en dessous de 10 000 pieds, on est sur la vitesse, a priori c'est la tenir proprement. On arrive sur Head Par qui était le dernier point de notre star, et qui fait qu'ensuite on va enquiller sur l'autre carte, la suivante, qui s'appelle donc le INA ILS VOR, INA pour Initial Approach. Une chose qu'on va faire aussi, on a passé 10 000 pieds, c'est mettre ce symbole là, c'est le landing system, qui fait que pour suivre un ILS, on va avoir un lock et un glide, l'information donc au niveau de la trajectoire horizontale et trajectoire verticale, et on va l'activer ici, voilà, ce qui nous permet d'avoir seulement ce guidage. L'ILS est déjà paramétré, on sait qu'on est à 20 nautiques, mais évidemment on n'est pas du tout dans le faisceau de l'ILS, c'est pour ça qu'il n'arrive pas pour l'instant à se repérer aussi bien dans le lock que dans le glide. On est en route sur le prochain point ici, qui fait qu'après vous voyez qu'il va faire ce qu'on appelle un arc DME. Donc il est fait par rapport à un moyen qui est sans doute basé sur Bordeaux, qui fait qu'il a déterminé une distance, a priori 10 nautiques, et ça dessine un arc de manière à pouvoir ensuite venir intercepter la course de l'ILS et puis effectuer l'approche. Et c'est bien ce que vous avez également sur votre fiche d'approche, si vous la regardez, l'arc on le voit, il est à 14 nautiques du VOR Bravo Mike Charlie.
Bon, on est toujours en descente vers 3000 pieds. On va arriver à 5000 pieds qui, je vous rappelle, est le niveau de transition, enfin niveau 50 pardon, le niveau de transition auquel en dessous il va falloir passer en QNH. Donc comme on éclairait déjà vers une altitude, on va le mettre tout de suite ici en QNH qui est de 1041. Voilà, et il m'a affiché QNH 1041. Là c'est intéressant, il me dit qu'il n'arrive pas à décélérer. Alors c'est normal, je pense qu'il va finir par récupérer tranquillement sa descente, mais il dit quand même qu'il n'arrive pas trop à contrôler sa vitesse et que du coup il a besoin de plus de traînée. Donc logiquement il faudrait sortir encore plus d'air brake. Là vous voyez on est en train de récupérer le niveau de vol tranquillement, j'ai pas trop envie. Encore une fois, plus vous mettez d'air brake, plus ça fait de vibrations, moins c'est agréable pour les passagers quoi. Donc voilà, la vitesse je sens qu'elle est en train de se stabiliser tranquillement, ça me suffit. Je vais l'aider de toute façon. Lorsqu'on arrivera à une vitesse à peu près cohérente, ici je vais faire, regardez ce que je vais faire ici, je vais me mettre au niveau des perfs et j'ai approach phase. Je vais l'activer et en l'activant, son target ça va aider à chercher la vitesse de 210 nœuds. Donc pour l'instant il n'y arrive pas parce qu'il est toujours en descente, donc il n'arrive pas trop à décélérer, mais il va vite arriver à 3000 pieds là maintenant, et lorsqu'il sera à 3000 pieds, eh bien, il va pouvoir commencer à décélérer. Radio altimeter alive. Voilà, radio altimeter alive. On le voit effectivement, donc ça donne la distance verticale réelle par rapport au sol. Bon, là il est en train de virer par la droite pour intercepter l'ILS. Je vais armer le mode approche. Voilà, qui fait que maintenant il est toujours en descente en mode navigation, mais il sait qu'il va devoir intercepter le lock et le glide lorsqu'il les aura. Là on voit, on a déjà donc le signal du lock, le signal du glide, donc on est plus bas, ce qui est logique, que le faisceau, et pour l'instant le faisceau est bien à gauche et il est en train de le récupérer. Ça y est, c'est fait, il a capté le lock, donc là il va aller se mettre dessus. Je vais sortir un cran de volet puisque j'ai passé cette vitesse là, on voit le petit symbole, ce qui fait que ça va l'aider à décélérer. Je vais même pouvoir sortir un deuxième cran de volet. Voilà, il va décélérer proprement et du coup je vais même pouvoir rentrer au fur et à mesure les air brakes. Voilà, c'est fait et ça n'empêche pas de décélérer. On va se mettre, voilà, ça me suffit largement pour voir ce qui se passe. J'arrive tranquillement à cette vitesse là, 140, c'est parfait. Il est bien stabilisé à 3000 pieds, je suis en halt et il est en attente d'intercepter le glide. Donc le glide est armé pour l'instant et on va attendre qu'il bouge. Pour l'instant on est bien centré sur le lock ici, c'est parfait. On voit la piste à Bordeaux. Voilà, on voit le glide qui commence à bouger. Je vais sortir mon train d'atterrissage. Voilà, parfait, j'ai les trois vertes. Je ressors encore un cran de volet. Et je vais mettre le deuxième autopilot de manière pour effectuer. Voilà, j'ai mes deux autopilotes pour effectuer ma 4-3. J'arrive sur mon glide, il l'a intercepté. Je vais mettre le dernier cran de volet. Et maintenant je suis bien, il contrôle ma vitesse. Il est sur mon glide, il est sur mon lock. Je suis effectivement sur toutes mes références. Ma 4-3 avec mes minima, alors il m'a mis 20 pieds. Bon, ça fera l'objet d'un prochain tuto. Et puis j'ai donc mes deux autopilotes qui sont engagés. Il me reste une chose à faire. C'est ici mettre 4000 pieds.
Voilà, ma attitude de remise de gaz, si jamais ça devait être le cas. Ici, je vois qu'il me reste mes spoilers à armer. Spoilers armed. C'est fait. Ma checklist, elle est verte. Il me reste mes lights. Ici, je vais mettre sur on. Le nose. Voilà, c'est fait aussi. J'ai toutes mes lumières. C'est parfait. Et en bleu, on voit bien donc la trajectoire d'approche interrompue. Si jamais on devait la suivre, voilà, ce serait celle-ci. Alors 1000, donc c'est une annonce qui est intéressante, qui me permet de vérifier, et dans ces cas on annonce si on est stabilisé. En l'occurrence là j'annoncerai stabilized. Pourquoi? Parce que ma vitesse, je suis bien à ma vitesse, j'ai moins de 10 nœuds d'écart, je suis bien établi sur mon log, bien établi sur mon glide, toutes les checklists sont effectuées, donc je poursuis. Lorsqu'il m'annoncera retard, vers 10-20 pieds, voilà, donc là land green, il va se mettre en posture auto-land pour se poser, et lorsqu'il m'annoncera retard, je réduis les gaz. Above 100. 50, 40, 30. Flare, c'est l'arrondi. Minimum. 10. Retard. 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 Ground spoilers. Voilà. Decel. Retard. J'ai donc réduit les gaz. On est posé. « 70 knots. C'est contrôlé. Je désactive ici l'auto-break. Nice landing, sir. On va libérer la piste. Voilà, la piste est dégagée. Allez. Park brake on. Bon, dans la vraie vie, on s'en aurait contacté directement la fréquence sol, on n'aurait pas forcément trop attendu. Là, maintenant, on va faire comme les actions proprement après l'atterrissage. Donc, parking brake, je l'ai mis. Mon weather radar, je vais le couper. Ensuite, wind shear, on va laisser sur auto, on pourrait le mettre sur off. Les ground spoilers, je vais les désarmer. Hop, ici je vais les rentrer et voilà, c'est donc désarmé. Les flaps sur 0, je vais les rentrer. Flaps 3, flaps 2, flaps 1, flaps 0. Le TICAS, c'est celui-ci, je vais le mettre sur standby. Je remonte au niveau des lumières. Alors il me faut donc les strobes, je ne suis plus sur la piste, je le mets sur off. Landing lights, je le mets sur off. Hop, je vais mettre
le nose en taxi. Et il me reste à démarrer l'APU. Alors je pourrais la démarrer, ou je peux aussi ne pas la démarrer, c'est comme on veut. Si j'en ai besoin, une fois qu'on a coupé les moteurs, d'avoir une alimentation électrique, dans ces cas-là on démarrerait l'APU, quoi. Et d'ailleurs, soyons fous, on va la démarrer. After landing checklist completed. Voilà, crac, on la démarre. Toujours pareil, hein, on vérifie, l'APU démarre. Voilà, la gênée arrive, elle va se mettre en ligne. C'est bon, l'APU est connectée. Et puis, soyons fous, on pourra même conditionner l'avion avec la bleed. Crac. Voilà, maintenant on va poursuivre le roulage. Park brake off. On libère le frein de parc. Bon, on arrive sur la piste la 1129, on voit qu'on a une stop bar ici qui est allumée. Théoriquement on devrait donc attendre. Là on considère que le contrôle m'autorise à croiser la piste. Là on va accélérer un petit peu. Généralement quand on croise une piste, on évite de l'engager trop longtemps, donc on accélère un poil. Voilà, on peut réduire maintenant. La piste est dégagée. On continue sur Papa 3, le taxiway. On prendra la prochaine à droite sur Echo 2. Voilà, on va se mettre sur cette ligne de stationnement. Voilà.
suis pas Park super brake bien on. aligné, mais on va dire qu'on est bien quand même. On est arrivé, le parking brake c'est fait. Je remonte. Qu'est-ce qu'il me faut? Non, plutôt je vais descendre. Maintenant je vais couper les moteurs. Pour les couper, pas très compliqué. Je peux les couper sans perdre mon alimentation électrique puisque j'ai démarré mon APU. Ici, l'ATC, je vais le mettre en stand-by pour le transpondeur. Ensuite, je vais remonter au niveau des lumières. Le beacon, les feux anti-collision donc sur off. Le run return, j'en ai plus besoin. Le nose sur off. Seatbelt, c'est sur off. Je monte les pompes carburant Parking sont checklist maintenant sur completed. off. Voilà. Et maintenant je n'ai plus qu'à sécuriser mon avion. Donc pour ça, les centrales à inertie, j'en ai plus besoin, je les coupe. Ensuite, l'APU, est-ce que j'en ai encore besoin? Bon, j'ai envie de dire que non, hein. Maintenant après on pourrait faire pour en avoir besoin pour faire 2-3 bricoles à bord. Maintenant on n'en a plus besoin. Allez, on coupe la bleed. On va couper mon APU. J'ai pas perdu mon alimentation électrique parce que j'ai encore mes batteries. Et par contre les batteries on va pas tenir dessus trop longtemps, donc c'est pour ça qu'on va aller vite après. Le no smoking, je n'en ai plus besoin. Les emergency lights, eh bien tout le monde est évacué, je n'ai plus besoin non plus. Ensuite l'external power, alors je pourrais me remettre encore un GPU si j'avais envie, là aujourd'hui c'est pas le cas. Et ben maintenant j'ai tout mis sur off, je n'ai plus qu'à couper mes batteries. Securing the aircraft checklist completed. Et voilà, terminé. Là tout est noir partout, donc j'ai retrouvé un cockpit cold and dark. Voilà, et tout est proprement éteint. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi lors de cette vidéo et à prochain lors d'autres tutoriels. N'hésitez pas à poster dans les commentaires si vous souhaitez un tutoriel sur un sujet particulier. Je regarderai si je peux y faire une vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.